Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ludovic Lefrançois, je suis chargé de programmation à la coopérative de Mai, la scène de musique actuelle de Clermont-Ferrand. Alors mon métier c'est avant tout remplir ce beau planning tout au long de l'année. On fait entre 120 à 130 dates sur 10 mois, de septembre à juillet. On laisse la place ensuite au festival d'été. On a deux salles, une salle de 1500 places et un club de 400 places. Et le but du jeu, c'est de pouvoir proposer un petit peu toutes les esthétiques qui composent le champ des musiques actuelles. Donc ça va du jazz à l'électro, métal, le hip-hop, le rap, la chanson, voilà tout ça, sauf peut-être la musique contemporaine et la musique classique. Et c'est de proposer un menu assez diversifié, comme si on allait au restaurant, pour proposer un petit peu tous les goûts possibles et imaginables qui composent l'actualité musicale du moment. Alors, je suis arrivé à la Copé en septembre 2002, donc ça commence à faire, parce que je fais partie des anciens. Au départ, je voulais pas forcément travailler dans la musique. J'ai toujours eu une passion énorme pour la musique, l'actualité culturelle au sens large. Je voulais être journaliste. Donc j'avais fait mes armes au départ à Canal+, avec Marc-Olivier Fogiel, et puis sur le site web de Libération, où j'avais fait un Master 2 en sciences et technologies des médiations de la culture. Donc rien à voir vraiment avec les parcours qui sont aujourd'hui proposés en université sur les musiques actuelles. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis arrivé à Libé en 2002 quand les tours se sont cassés la figure à New York. C'était compliqué de trouver du boulot dans ce domaine-là. Le gratuit est arrivé en force. On nous distribuait 20 minutes gratuitement à la sortie du métro. Je m'étais dit ensuite, pourquoi pas aller vers des maisons de disques. Mais là aussi, le piratage était féroce. Et au lieu d'embaucher les structures licenciées, et puis effectivement, j'avais toujours cette passion pour la musique. Et je me suis dit que les gens avaient toujours besoin de se retrouver physiquement devant leur artiste préféré. Et en fait, j'ai postulé pour un poste ici, non pas en programmation, mais plutôt en chargé de développement culturel à la coopérative de Mai. Et donc, de fil en aiguille, j'ai occupé plusieurs postes au sein de la même structure. J'ai d'abord commencé par ce qu'on appelle l'action culturelle, donc c'est tout ce qui regroupe les activités liées au scolaire et puis au développement de la structure sur le territoire. Je me déplaçais avec ma petite voiture sur les campus étudiants pour présenter les activités de la salle, puisque la salle venait d'ouvrir aussi, donc il fallait pouvoir la promouvoir. Et puis, petit à petit, je me suis déplacé vers l'accompagnement musical de la scène locale et ensuite la programmation. Donc, c'était un long parcours, mais qui m'a amené aujourd'hui à assurer la programmation. Je pense qu'il y a un peu plus de 140 SMAC en France, mais c'est vrai qu'on fait partie des gros bateaux. Il y a deux salles qui sont importantes, notamment 1500 places pour un bassin de population qui n'est pas si important. Une ville de 145 000 et une agglo de 300 000, donc on est sur une ville moyenne. C'était un peu un défi au départ pour la mairie de Clermont qui s'était un peu calé inspiré du Transborder à Lyon, hein, qui est à 1800 places. Après, on est sur une position géographiquement centrale qui permet quand même d'intéresser les producteurs qui ont des tourbus qui traversent l'Europe, soit pour descendre dans le sud ou remonter. En tous les cas, on est un peu tout seul à bord, c'est-à-dire que le 15, le 43, le 03, on a peu d'équipements sur ces départements-là. Après, effectivement, on n'est pas loin du fil à Saint-Étienne et du Transborder à Lyon. Mais ça nous confère quand même cette centralité qui pourrait être un inconvénient et finalement un avantage. Alors après, effectivement, d'autres bateaux mers, vaisseaux mers ont vu le jour, hein. C'est vrai qu'on est dans les 10, 12 plus grosses MAC en France. Ça reste un bel équipement et c'est pas forcément évident tous les jours de pouvoir équilibrer la prog entre les clubs et les grandes salles, parce qu'on a très vite tendance à faire plus de grandes salles. La particularité de la coopérative de Mai, outre d'avoir ces deux salles, c'est aussi de proposer un festival qui s'appelle Europavox, qui a lieu sur le dernier week-end de juin et qui se déroule aussi en extérieur. Donc on est opérationnel, on fait la prod exé sur ce festival qu'on accueille sur ce qu'on appelle la prairie, place du 1er mai. On a 12 000 personnes en moyenne par jour. C'est pas une mince affaire non plus, puisqu'en fait, on est sur des headlines qui sont plutôt francophones, avec des newcomers ou les middle acts, enfin les artistes intermédiaires qui sont européens.
Ça demande une certaine gymnastique et coordination par rapport à la prog que je vais mener pour la salle, tout en m'assurant qu'on n'ait pas les mêmes artistes au national sur Europavox. C'est une contrainte supplémentaire dans la gestion des plannings et aussi de l'actualité et des artistes et leurs tournées. En tous les cas, ça permet de clôturer une saison avec ce festival-là. Est-ce que je suis musicien? Alors, j'étais musicien, mais il était pas si bon, ce musicien-là. J'étais dans un groupe de lesbiennes gothiques, j'étais le seul mec batteur avec une mèche comme ça. Et, on peut se tromper des fois. Et après, j'ai fait à Grenoble, j'étais plutôt sur un truc expérimental et industriel. Mais en partant à Paris, j'ai arrêté la musique pour les études. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis inversé pour plutôt vivre la nuit et arrêter complètement la pratique pour laisser place à l'organisation de soirées et aussi à l'envie de découvrir des choses et d'en rendre compte à la plupart. Et c'est un peu comme ça que j'ai eu envie d'être programmateur. Au départ, c'était le journalisme, mais la pratique musicale a switché sur la découverte musicale. Le label SMAC, c'est un cahier des charges qui nous permet d'avoir une orientation principalement tournée sur la représentation des esthétiques. On doit essayer d'être diversifié en termes de programmation, d'être à la fois sur des têtes d'affiche, mais aussi sur des newcomers, sur des nouveaux artistes, de proposer en fait des clubs avec des premières tournées, d'être en soutien sur ces artistes-là. J'ai souvenir de la première fois qu'on avait fait M. Si on avait regardé les chiffres le lendemain en se disant bon bah le petit Mathieu Chédid on le refera pas parce qu'il a vendu 80 billets, il se passerait plus rien. Donc c'est vrai que on est tenu aussi de marquer le coup de ces premières tournées et de soutenir ces artistes-là, qui généralement, une fois si le talent est au rendez-vous, progresse et passe les portes de la grande salle pour ensuite passer celles des Zéniths. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent puisque des esthétiques comme le rap sont beaucoup plus fulgurantes en termes de vente de billets, de remplissage. Zola n'est jamais passé par le club avant de vendre les 1500 tickets en 1 heure, comme ça s'est déroulé il y a pas si longtemps que ça. En tous les cas, le cahier des charges d'une SMAC, c'est de ne pas oublier en fait qu'une salle a un ancrage sur son territoire et qu'elle doit développer des activités pour permettre le développement de sa scène locale, des acteurs locaux. Donc c'est soutenir l'émergence musicale, mais aussi, pourquoi pas, l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle on a une pépinière de mai avec des structures qu'on accueille et qui permettent le développement de leur activité économique. Donc on a des sociétés de production audiovisuelle, des bookers, enfin des agences de tournée. On a pas mal de monde. Une SMAC, c'est aussi de l'action culturelle, c'est pas uniquement du payant. J'achète mon billet, je tape dans mes mains et je rentre chez moi. C'est aussi accueillir des scolaires, avoir des projets de développement en lien avec la musique ou les métiers du secteur. Et puis c'est surtout pour moi aussi l'accompagnement de la scène locale. On est antenne du réseau Printemps, donc on travaille aussi en lien avec les Inouïs du Printemps de Bourges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en place une veille active continuelle pour chaque année essayer d'avoir la meilleure récolte possible et de proposer 5 groupes sur les auditions régionales. Donc on a trouvé une astuce pour ça, c'est qu'on a mis en œuvre un showcase club qui est un rendez-vous dédié à la scène locale, qui est gratuit, entrée gratuite pour le public. On propose 6 groupes à chaque fois, sur les 2 salles en ping-pong, 30 minutes chaque. Il n'y a pas vraiment de balance, c'est vraiment sur un mode showcase, mais en fait ça permet aussi d'entraîner les groupes à être un petit peu réactifs et à voir comment ils se débrouillent sur ces conditions-là. Il y en a quelques-uns quand même. L'avantage, c'est effectivement celui d'être dans une grande série avec plusieurs saisons, où on retrouve au fil du temps les artistes qu'on va croiser sur la route. Nous, on bouge pas forcément puisqu'on les accueille ici, mais ce que j'apprécie, c'est que si on donne un peu de soi, évidemment, c'est beaucoup de rencontres. C'est des rencontres qui s'affinent et qui s'approfondissent au fil du temps. On voit des parcours se créer, des tout petits qui deviennent très gros et qui restent malgré tout proches. Ça, c'est assez intéressant et satisfaisant puisque
On peut aussi, y a des retours d'ascenseurs qui sont intéressants. En tous les cas, ce travail-là, il est pas évident puisqu'effectivement, il est sujet de pas mal de sollicitations, que ce soit du mail, du téléphone, des rendez-vous, des écoutes. Il faut essayer de planifier tout ça de manière assez réactive. Quand on a des inters qui sont présents sur un territoire sur 5 jours, c'est le premier arrivé qui fait la meilleure des offres et qui peut avoir l'artiste. Donc, faut savoir être réactif. Ça veut dire qu'on priorise aussi le niveau d'information qu'on a. C'est sûr que je vais d'abord, quand on a une salle de 1005, je vais d'abord regarder au plus près les offres qui peuvent m'intéresser pour remplir cette salle, répondre aux tournées. Ensuite, pourquoi pas se poser la question des groupes intermédiaires, et puis après seulement les premières parties et la scène locale. Donc c'est vrai que on a beaucoup d'infos à traiter. L'inconvénient, c'est que on pourrait penser qu'on a le temps d'écouter de la musique. Finalement, pas tant que ça. Donc il faut se forcer à donner du temps à la musique, à la fois pour continuer à cultiver sa propre identité musicale, sa propre culture, sa propre mémoire, mais aussi pour pouvoir savoir se situer par rapport à ce flux permanent de musique. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un peu plus de 60 000 titres dispo par jour sur les plateformes. Moi, je fais encore partie de ceux qui aiment écouter les albums. J'écoute plus les albums en entier depuis très longtemps, mais voilà, je suis tiraillé à la fois par ce flux, ce besoin d'être en veille permanente, et puis en même temps de faire des retours aux gens qui me demandent des retours. Donc des fois, c'est un peu compliqué, il y a des latences qui se créent, j'essaie de répondre au maximum de personnes, mais je sais très bien que tous les mails que je reçois de sollicitations pour les premières parties sur des groupes en développement, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, très souvent, je passe à l'as, j'ai pas de réponse, j'ai pas le temps. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à ces gens-là, et à ces groupes-là, ces artistes-là, c'est de comprendre qu'en fait, en face, il y a quelqu'un qui aimerait bien pouvoir donner une réponse, mais qui se rend compte au bout de la semaine qu'il ne l'a pas fait et que c'est trop tard, quoi. Donc, peut-être qu'à un moment, sans forcément être virulent ni férocement cannibale, simplement remettre le mail en surface, sur la ligne d'eau des mails. C'est pas mal parce qu'on se dit, tiens, c'est vrai, il était là la semaine dernière, je vais quand même essayer de lui répondre cette semaine-là. La deuxième semaine, il n'y aura peut-être pas non plus de réponse. Donc peut-être remettre le même mail sur la troisième. Et au fil du temps, à un moment, on est obligé de répondre parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un en face qui a besoin d'une réponse et qu'il le fait de manière tout à fait, comment dire, intelligente et rationnelle, sans forcément trop pousser. À l'inverse, c'est vrai que les gens qui sont trop vindicatifs et insistants, on aura peut-être un phénomène naturel de fermeture. Des fois, des gens qui m'appellent 3-4 fois dans la journée, je réponds pas en fait. Déjà, par mail, j'ai plus de facilité à prioriser l'info et à un moment me donner le temps de répondre s'il y a besoin d'un retour sur le son, sur les titres ou ne serait-ce que discuter d'un planning. Ce qui est très intéressant, c'est quand on a des groupes qui ont déjà scanné la prog et qui nous font part des dates sur lesquelles ils sont déjà dispo et qui peuvent nous dire, voilà, moi je me vois bien en ouverture de ce plateau-là, on est dispo, on est sur la route, ça peut nous donner un coup de main. Je vois déjà que la moitié du chemin est faite et moi ça peut m'aider aussi dans ma réflexion. C'est pas parce qu'on répond pas tout de suite qu'on va pas le faire, c'est que peut-être des fois on attend de savoir si on peut placer ou pas un groupe en première partie. Dans 75% des cas, aujourd'hui, c'est du tour support qui vient avec le headline, donc on n'a plus vraiment de facilité de proposer les groupes. Et quand on peut le faire, on le fait aussi par ordre d'arrivée, quoi. Je vais effectivement privilégier ma scène locale, mais si j'ai personne, je peux effectivement regarder les groupes émergents qui viennent des autres régions et qui m'ont répondu de manière assez précise, avec dans le titre du mail, la date et le nom de l'artiste qui est visé. Et ça me permet ensuite, avec les éléments promo, des liens d'écoute, de pouvoir le faire valider à la prod. C'est pas moi tout seul qui vais décider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prods, des fois, ont eu des mauvaises expériences. Et où ils ont déjà fait jouer ces groupes-là et ont peut-être envie d'en faire jouer d'autres. Donc, quand il y a une place à prendre, je vais faire valider à la prod. Et une fois que c'est validé, ça peut marcher. Mais effectivement, il y a très peu de place pour aujourd'hui, en tous les cas, pour les émergents non signés, qui n'ont pas d'entourage pro, c'est très compliqué, on en est tous conscients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les labels à 360 se sont développés aujourd'hui et tout le monde a des gros poissons et des plus petits à développer.
Bah, en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, avant, j'étais l'assistant du directeur et du programmateur qui est parti à la retraite. Donc là, depuis janvier, je suis vraiment le prog attitré, puisque Sarah, qui vient d'arriver, est vraiment juste en direction. Peut-être qu'à l'occasion, il me faudrait une assistance, mais étant donné qu'on est vraiment sur un rapport B2B, c'est-à-dire, à part prendre quelqu'un qui fasse une réponse générique, ce que je trouverais un peu moyen, mais bon, ça pourrait faire office de réponse, je suis pas certain que ce soit ça que la personne qui est en face cherche à avoir. Si à un moment, il y a une réponse à faire, je vais la faire directement. Après, peut-être que je pourrais mettre en place un système de réponse automatique. Mais je trouve que on est déjà pas loin de ça avec l'IA dans tous les secteurs qui va arriver et dans ce truc impersonnel. Et je me dis que si la musique fait aussi partie de ça, c'est dommage, quoi. Alors des fois, au max, j'essaie de donner une réponse humaine, mais des fois, la seule réponse que j'ai, c'est l'absence de réponse. Mais je sais que c'est compliqué parce que j'ai toujours à l'esprit que j'ai quelqu'un en face. La meilleure réponse qu'on puisse faire, finalement, c'est celle qui est du tac au tac. Ça m'est arrivé la semaine dernière pour Amenra, où on a un gros plateau avec du Belge Doom qui arrive. Il y a 3 dates en France, dont le Hellfest. Les mecs me répondent, mais j'ai une flopée de mails. Je leur dis, on attend un tour support. Je sais très bien que la date est en juin, on est en février. C'est pas en avril que je leur ferai une réponse. Donc, des fois, les meilleures réponses, c'est les plus rapides. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas d'idéal dans aucun des métiers. C'est-à-dire que même si on a l'impression de s'être rapproché de son idéal, parce qu'on est dans un milieu musical, artistique, assez créatif, bah, il y a forcément des contraintes. Et plus on évolue, plus on les approche et on les pressent. Et je trouve que ce qui est compliqué dans ce domaine-là, c'est que bon, la pandémie ne nous a pas aidés. Mais c'est vrai qu'avant, on était sur un volant de 3, 4 à 5 mois de programmation. Aujourd'hui, on programme quasiment 1 an à l'avance, ce qui est trop, parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de possibilité d'être réactif à nos coups de cœur ou à nos envies ou à nos opportunités sur la route, de prendre des groupes. Le planning est déjà rempli par les plus gros. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que finalement, on pourrait presque devenir programmateur sans écouter de musique. C'est-à-dire que les options que je mets sur un planning aujourd'hui, le groupe n'est toujours pas... Je connais le groupe, sa notoriété, mais il n'est pas allé en studio pour le prochain album. La promo ne sera pas encore sortie. Je n'aurai absolument écouté aucun titre du prochain album. Et pourtant, j'ai mis l'artiste sur le planning. Donc, en fait, on est arrivé dans un truc un petit peu étrange aujourd'hui, où en fait, il y a un contrat de confiance, comme chez Darty, entre l'agent et la salle. Mais des fois, je me dis que c'est un peu dommage. On pourrait aussi simplement dire tiens, c'est bizarre, cet album est vraiment merdique. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'artiste? Et finalement, on devient quelque part une sorte de prestataire ou de passe-plat, et j'ai pas forcément envie de ça. J'ai quand même aussi envie de faire jouer par moment ma subjectivité ou mon envie, ma signature. Donc c'est vrai qu'on le fait plus sur des clubs où les enjeux financiers sont moindres, et où c'est important aussi de prendre des risques ou simplement de se faire plaisir. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de mieux aussi que de transformer le public, qui ne connaît pas forcément le groupe qu'il vient voir et qui, au moment où le concert se termine, il s'est passé un truc, les gens en parlent, il s'est passé un moment un peu intense qui sort un peu du quotidien. Donc j'aime bien ces petits clubs, des fois, qui étaient perdus sur des dimanches ou des lundis et qui constituent l'histoire de la salle et sa mémoire. Autant les gros trucs qui arrivent 1 an à l'avance me passionnent de moins en moins. Des fois, je me demande où peut se situer la place du programmateur entre ces deux dimensions. C'est que finalement, quelle est la part qui reste aujourd'hui au programmateur? On peut très bien passer sa vie en festival, aller parcourir les scènes et les concerts ou les cafés-concerts ou les squats. Mais finalement, les plannings aujourd'hui se remplissent de plus en plus vite. Et c'est pas forcément une bonne chose, notamment pour les groupes émergents. Puisqu'en fait, plus ça va, plus les tours supports sont calés en avance. C'est pour ça qu'on a laissé la place à des showcase clubs chez nous pour la scène locale. J'en suis à mon 25e, fois 6 groupes. Donc on a quand même une scène qui est vivace. Si on n'avait pas donné cette petite fenêtre, quelle place on aurait pu laisser à notre scène locale? Et c'est souvent la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de décourager notre scène locale, enfin, ou la scène émergente en tant que telle, à force de ne pas lui laisser de place? Je pense qu'il faut qu'on pense à ça, tous programmateurs qu'on est aujourd'hui.
C'est qu'en fait, d'aller dans une salle de répète, charger un camion, faire des kilomètres et se retrouver sur des stations, bah, des fois, c'est pas forcément la teuf, quoi. Et c'est un engagement, c'est du militantisme. Et on se rend pas compte finalement que ces groupes-là ont besoin de jouer et ont besoin d'avoir leur place. Donc voilà, c'est vrai que on est dans une fusée avec plusieurs étages qu'il faut considérer. Mais la place qui reste aujourd'hui aux artistes en développement n'est pas évidente. Ce que j'aurais aimé savoir aussi sur ce métier-là, c'est finalement ce qui est complètement antinomique avec ce qui se passe aujourd'hui, à savoir le télétravail et ce qu'a pu donner comme ère la pandémie. C'est qu'on est quand même sur des métiers qui sont très prenants, physiquement, en termes de présence. Et c'est vrai que mon quotidien, c'est à la fois la journée au bureau, entre rendez-vous, téléphone, mail, musique. Il y a aussi les soirées. On est forcément là pour accueillir les groupes, faire des retours sur les concerts, échanger, accueillir les groupes locaux. Et de fait, si on fait 120, 130 dates, ça veut dire qu'on n'a pas forcément le temps d'aller ailleurs. Encore moins, finalement, de prendre du temps avec les siens. Donc quand on est tout jeune, tout feu, tout flamme, c'est cool. Après, quand on prend un peu d'âge et qu'on a une famille et que, en plus, on a la bonne idée d'avoir une femme qui est restauratrice, on a un combo maléfique qui fait que, en fait, on compte les jours qu'on peut avoir ensemble, donc ou les soirées. Donc c'est vrai qu'à un moment, il y a un ratio qui devient un petit peu déséquilibré entre le temps qu'on passe à travailler, qui n'est plus des fois du travail, parce qu'on peut finir plus tard que prévu, la rémunération, qui reste un vrai sujet aussi. Moi, pour info, j'ai démarré avec un Master 2 à l'époque de la gauche et de l'emploi jeune qui était à 1130 euros. 20 ans plus tard, j'ai demandé une augmentation puisque je suis enfin programmateur, mais je suis à 1850. Ça veut dire que je suis resté pendant plus de 15 ans à 1500, 1600 euros. Donc c'est une vraie réalité. Ça veut dire que on brasse des cachets importants pour les artistes qu'on accueille, mais nous, on sait que le 10 du mois, ce sera terminé. Donc en fait, on le sait pas ça quand on démarre. C'est-à-dire qu'on sait pas que les niveaux de rémunération ne sont pas dingues. On n'est pas chez Amazon, c'est sûr. On n'est pas chez Apple non plus. Mais à un moment, on manque de projection quant à la réalité de ces métiers-là. Après, on s'accroche à la paroi avec des ongles en titane parce qu'on adore ça et qu'on a envie d'avoir la place. Mais c'est vrai que j'ai attendu 15 ans d'être programmateur. C'est presque un peu long en fait. Mais il y a peu de turnover sur les postes. Il n'y a pas forcément de formation de programmateur. Donc c'est ma patience, ma détermination qui m'ont permis d'aller vers ce poste-là. Ce que je dirais aujourd'hui, ou ce que j'aimerais me dire à moi plus jeune, ce serait attention jeune lapin, n'oublie pas qu'il faudra pouvoir payer ses factures à la fin du mois et son loyer. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même un métier qui est à la fois prenant, mais qui des fois ne rémunère pas assez. La journée type du programmateur. Il y a plein de moments. Il y a aussi des inattendus. Il y a aussi des surprises. Généralement, on arrive vers 9h le matin. On regarde les rendez-vous qu'on a. Parce qu'on a aussi des rendez-vous en équipe. On a des rendez-vous extérieurs. On va avoir des rendez-vous avec des orgas qui auront des projets de soirée en particulier, des assos. En dehors de ces rendez-vous, on va essayer de traiter un maximum de mails et de coups de fil. Mais aussi, on va essayer d'être à la fois prospectif, c'est-à-dire, je vais pas être uniquement dans ce que j'ai à subir. Je vais aussi essayer d'avoir des idées pour les lancer et voir si je peux choper des gros poissons, des belles têtes d'affiche, avoir des idées aussi de nouveaux rendez-vous, essayer d'être un peu réactif. Et très souvent, ça glisse sur la fin de journée, qui sera entre 18 et 18h30. Si on n'a pas de concert le soir, on peut rentrer chez soi. Si on a un concert, on va rester sur place. Et ensuite s'enchaîne une autre vie qui est celle de la salle, du public et des groupes. Là, on fait le tour un petit peu de ce qui se passe. On n'est pas le régisseur, on n'est pas un substitut du régisseur, mais on est le référent artistique de la soirée. C'est-à-dire qu'on va se voir si tout se passe bien au niveau des invitations, de la billetterie, la porte, les bars, la sécu, les loges. S'assurer que tout est en place, que personne ne manque de rien. Et puis, en fonction
de l'affect ou de la relation qu'on a avec l'artiste qu'on a déjà côtoyé. On va effectivement passer du temps en loge ensuite, attendre très souvent que le régisseur nous annonce que le tourbus est prêt à partir et nous de rentrer chez nous. Alors on le fait pas tout le temps parce que sinon on aurait vraiment plus de vie et pas trop de sommeil, mais on le fait des fois parce qu'il y a un référent de l'agence qui est là, de l'artiste. On va peut-être poser des petits cailloux pour la suite, savoir quels sont les projets qui viennent sur la prochaine saison. On fait un retour à l'artiste aussi des fois, quand on se connaît bien. Comment on a trouvé le set? Est-ce qu'on a des choses à lui dire plus ou moins, gentilles? Quand on est très souvent hypocrite dans ce milieu-là, donc des fois d'être un peu franc, c'est pas mal. Ça peut aider. Et puis la journée type est terminée. Le truc, c'est que la journée type, généralement, elle se répète 3, 4 à 5 fois par semaine. Puisque de septembre à décembre, où c'est un peu le tunnel, on peut avoir des dates quasiment 5 fois par semaine. On fait une pause de 2 semaines en janvier. On va laisser la place aux résidences. Ensuite, février, avril, mai, ça commence à bien courir aussi. Mars, c'est le gros mois de la diff. Ne demandez pas des premières parties en mars, c'est déjà tout joué. Non, mais c'est là où les gros headlines tournent et c'est toujours très compliqué. Après, nous, on va laisser une petite pause avant le mois de juin, puisque c'est Europavox. Donc, cette année, le mois de mai, par exemple, est complètement flingué par les ponts. On peut reprendre ensuite en juillet. Là, on vient de confirmer Royal Blood le 7 juillet. On va peut-être sur Inadi Hard le 8 pour clore le truc. Il y a peut-être encore des opérations avec le Tour de France, avec le village qui arrive du 9 au 12. Ensuite, on a des opérations extérieures, en fait, en ruralité. On va se déplacer à la Bourboule ou en saison pour du développement de la scène locale, justement. On ferme et ensuite, on va reprendre en septembre. Et c'est reparti pour un tour. Donc après, la saisonnalité, elle va aussi se dessiner avec les rendez-vous pro. Parce qu'en fait, on va se déplacer sur le Mama, on va se déplacer sur les auditions régionales des Inouïs dans les autres régions, on va sur les transmusicales de Rennes. Moi, j'aime bien aller sur les nuits sonores, j'aime bien aller... je vais peut-être tenter le Roadburn cette année en Hollande et Great Escape à Brighton, au mois de mai. On essaie en tous les cas d'avoir un panel de festivals. Bon, il y a le Printemps de Bourges, effectivement, qui est incontournable, mais qu'il est tellement... Je suis même plus sûr qu'on ait envie d'y aller, mais ça fait tellement d'années qu'on y va. Mais en tous les cas, on essaie d'être présent sur les moments pro. Là, je vais en mai aussi à l'autre canal, parce qu'on a une réunion de programmateurs qui est rattachée au Bon Moment, qui est un micro-festival qui a lieu là-bas. L'idée, c'est quoi? C'est d'échanger avec nos homologues aussi sur les problématiques qui sont les leurs, parce qu'on a quand même des champs communs, et puis aussi de voir un peu comment se passe le travail de l'émergence artistique sur les autres scènes. C'est une question intéressante parce que tout le monde a son petit mot à dire là-dessus. On est un petit peu perturbé en ce moment par l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les processus de création. Donc on peut aussi se demander en quelle mesure on ne serait pas amené un jour à accueillir des artistes complètement virtuels qui seraient juste le fruit d'une IA et qui jouent de manière peut-être virtuelle avec un hologramme sur scène. Moi, je vois pas forcément ça d'un très bon œil, même si j'ai toujours aimé la science-fiction. Ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, on est sur une agrégation de cultures aujourd'hui qui essaient de vivre un peu de manière collégiale, enfin, ou ensemble. On a toujours très envie d'aller voir un artiste sur scène et de l'applaudir et de partager ce moment-là avec ses amis. Le truc, c'est qu'on a aussi une génération qui a eu 2 ans de sacrifiés, qui a plus forcément envie de prendre un billet pour voir un artiste, qui a plus forcément envie d'ailleurs de sortir en club et de se défoncer. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis simplement que les usages ont un peu changé. Quand on voit aujourd'hui que le tricot est en train de revenir à la mode chez les plus jeunes, avec des activités de pré-retraités, on peut se poser des questions. En tous les cas, la communauté YouTube n'y est pas pour rien non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont accès au stream avec toute la culture qui est synthétisée et qui est accessible à l'instant T. Donc avec à la fois une grande culture, mais en même temps une méconnaissance de l'histoire, parce que tout ça n'est pas relié. Mais ils peuvent très bien vous citer Nas, Notorious Big ou Black Sabbath ou des trucs beaucoup plus récents. Donc ça, c'est assez fascinant.
chez des gamins qui ont entre 16 et 20 ans. Moi, j'ai un peu peur qu'on devienne les nouveaux opéras ou les opéras des musiques actuelles, parce qu'en fait, on est en train d'oublier en fait les youtubeurs qui sont aussi les nouvelles stars et qui sont les vraies stars du moment. Tout ce qui est e-gaming, les jeux en salle, ça commence à marcher et on n'en fait pas non plus. C'est pas dans notre cahier des charges, mais ça fait partie vraiment pleinement de la pratique culturelle de la génération actuelle. Donc, en fait, moi, j'ai un peu l'impression que quand je vois des anciens qui me disent mais tu programmes plus de rock, ben non, le rock est mort ou pas loin de l'être. Donc, on essaie de coller aux générations en faisant un max de rap. Heureusement, le label SMAC nous rappelle il faut jouer un petit peu dans toutes les catégories et dans tous les styles. Mais et puis je pense que c'est utile effectivement de le faire. Le truc, c'est que on se rend peut-être pas compte, mais qu'en fait, à force de faire chauffer les serveurs à distance et d'être face à nos surfaces écran, on oublie la force et le côté viscéral du live, et qu'en fait, les générations qui sont en train d'arriver n'ont plus du tout cette appétence-là. On a oublié de leur faire goûter au sang. Et je pense qu'on va en avoir des répercussions dans quelques années, décennies, et je pense que le live aura de toute façon intérêt à se réinventer, parce que ce qui est en train de se passer, basiquement, c'est qu'en fait, ce sont les festivals qui récupèrent les têtes d'affiche et les inters qui tournent et qui attendent le pactole. Les tournées en salle vont être de plus en plus difficiles, parce qu'en fait, on n'aura pas assez d'argent à donner aux agents et aux offres qui sont attendues. Et puis, on n'aura que les miettes, en fait, donc pour composer nos saisons. Donc en fait, on est sur un jeu qui s'est durci, sous couvert de faire la révolution tous les soirs avec du rock, du rap, du métal. En fin de compte, on est aussi au service d'un capitalisme qui ne dit pas vraiment son nom. Et aujourd'hui, à part être un festival, c'est compliqué de pouvoir sortir son épingle du jeu. Voilà, les perspectives, elles sont pas forcément riantes, parce qu'on est sur un jeu global, avec un niveau concurrentiel qui est assez élevé entre festivals. Après, je pense que c'est tout ce qui est micro-festival et petite initiative qui peut avoir de beaux jours devant elle, parce qu'en fait, la déconnexion, la ruralité, des capacités moindres et le goût du secret peuvent devenir à nouveau des avantages pour proposer des choses nouvelles et qui sortent un petit peu des sentiers battus, quoi. Alors je dirais déjà basiquement un message court. Parce qu'en fait, si on a une intro de 15 lignes, 8 lignes de liens et je sais pas, une boîte de chocolat à la fin, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Donc il faudrait simplement, comme je le disais tout à l'heure, peut-être dans le mail, dans le titre du mail, la date qu'on a visée, peut-être la première partie qu'on souhaite avoir, le nom du groupe évidemment. Ne pas juste mettre un mail marqué programmation ou super ou cacaproute, ça c'est nul. En fait, j'ai besoin d'avoir le nom du groupe et d'avoir un truc assez sibyllin, mais dans lequel j'ai du son. Moi, j'aime beaucoup les captas live avec un son prise directe. J'aime pas du tout les montages où j'ai l'image d'un côté avec le son d'un truc on sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on nous cache un truc dans le montage. Et on n'a pas l'impression d'avoir la vraie perception du groupe en live. Donc c'est toujours important d'avoir une capta, mais si elle est pas bonne, autant ne pas la mettre. Les éléments que j'aime bien avoir sur un mail, c'est aussi un petit CV assez court avec les premières parties qu'on a pu assurer, la présence sur des festivals, si on a pu y jouer, et puis des choses assez récentes. Pas utile de remonter le temps sur les 10 dernières années. Ce qui s'est passé dans les 2-3 derniers mois me suffisent. Et puis comme je le disais, surtout que ce mail-là, s'il n'a pas de réponse, c'est pas un mail perdu, parce que ce mail-là, on a la possibilité de le renvoyer 2, 3, 4 fois, et à un moment, il y aura peut-être une réponse, et peut-être que cette réponse arrivera au moment où elle doit arriver, c'est-à-dire que moi-même, je suis peut-être en attente d'informations avant de pouvoir répondre. Donc, ne pas s'offusquer si la réponse ne vient pas immédiatement. Des fois, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est en route derrière. Waouh. Un conseil pour les artistes en développement, pour développer leur notoriété. Pour moi, il y a un conseil de base, mais je sais même pas s'il est encore valable aujourd'hui, parce qu'il s'adresse beaucoup plus à la dimension groupe.
Bon, après, tu me diras, vu le prix du gasoil, aujourd'hui, c'est peut-être moins évident, mais je trouve qu'un groupe se fait par la scène et doit continuer à se faire par la scène. On a les exemples toujours des groupes anglais qui déboulent en France, qui ont à peine 18 ans, qui ont 200 à 300 dates dans les pattes et qui ont joué dans des conditions horribles et qui défoncent tous nos groupes sur scène parce qu'ils sont simplement meilleurs. Et à force de jouer, ben, on devient bon. Mais est-ce que c'est ça qui permet la notoriété aujourd'hui à l'heure des réseaux? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, il vaut mieux se filmer en sortant du coiffeur, de la douche, des toilettes, ou voir se filmer pendant qu'on est aux toilettes. On est quand même arrivé à un point d'idiocratie totale. Donc je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. La notoriété aujourd'hui, elle passe par les feats dans le rap, elle passe sur les playlists, elle passe surtout par des contrats qui permettent l'accès à ces playlists. C'est pas simple. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est le stream, c'est la capacité de ton stream qui va t'ouvrir les portes à la programmation. C'est même devenu en fait l'argument massu dans le petit mail que tu vas recevoir avec le prochain single dans X temps, les plateaux télé qui sont programmés et puis les streams. Donc même pour une première partie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mon conseil de base d'aller faire de la route et de cramer du gasoil, des fois je me dis mais en fait est-ce que ça sert encore à quelque chose? Tout dépend de l'esthétique, je pense. Pour moi, le rock est d'abord scénique. Kokomo, pour moi, c'est pas du rock, c'est du rock de studio. Après, aujourd'hui, on a des mecs qui ont jamais fait de scène, qui remplissent des salles, donc à moins d'avoir les bonnes passerelles, les bons contacts. Je pense qu'aujourd'hui, la position du manager n'a jamais été aussi centrale, et celle du booker. Parce qu'en fait, tout est un jeu de réseau beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression.